C'est l'heure de votre émission, il faut que l'on en parle. Je suis avec Sapan Wende, Jules Tapsoba. Vous êtes économiste au FMI pour une série d'émissions que nous enregistrons ensemble depuis maintenant 3-4 fois. Merci d'être là sur ce plateau à nouveau. Merci à vous et c'est toujours un plaisir d'être là même 4, 5, 6 fois. D'accord. Et puis donc nous avions évoqué au cours donc, des dernières émissions là plusieurs thématiques à la fois. Nous parlons donc des perspectives pour le Burkina aujourd'hui. Nous savions que très bientôt il y aura donc les élections. Président post-transition sera élu le 11 octobre prochain. Il y a certainement des priorités pour le pays, mais également aussi l'Assemblée nationale sera mise en place. En définitive, aujourd'hui, selon votre expérience au FMI, voilà, et aussi de l'observation des pays en développement, quel modèle, quel pays pourrait inspirer aujourd'hui le Burkina Faso? Prenons par exemple un pays africain. Ok, merci. Y a-t-il des réussites souvent? Oui, il faut remettre en perspective, l'Afrique a 54 pays. Donc, Burkina Faso peut toujours trouver des exemples qu'on peut s'en inspirer. Alors, le Burkina Faso, pays enclavé, pays pauvre, dépendant de l'agriculture. Donc, en prenant toutes ces caractéristiques-là et en croisant, on peut trouver des pays. Et aussi, on a des ressources minières. Donc, en termes d'exemple ici, moi, je peux suggérer le Rwanda, pays formidable, qui a réussi à surpasser l'impact du génocide et qui aujourd'hui est parmi les économies les mieux vues. Et autre exemple, le Botswana. Alors, pays minier qui a pu convertir les ressources minières en développement. Donc, voilà ces deux modèles-là. Maintenant, quel chemin... On parle effectivement donc de ces deux pays dans leur modèle, mais également dans la conduite effectivement aussi des affaires de l'État. On a l'impression que ce sont des régimes qui font presque un affront aussi à l'extérieur. Oui, affront, je ne crois pas, parce que peut-être c'est la rhétorique. Sinon, en réalité, ces pays-là ont coopéré avec l'extérieur. Dans ce monde globalisé, aucun État ne peut se permettre d'être fermé, à moins qu'on prenne le cas de la Corée du Nord. Donc tous les États sont ouverts. Et c'est plus un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Comme on le disait tantôt, la gouvernance institutionnelle est très importante. Il faut l'ordre. Avec l'ordre, on peut mettre les choses en place. Il faut une vision. Avec une vision, on sait le calendrier qu'on suit. Et le cas du Rwanda ou du Botswana, c'est véritablement ça, c'était une vision. Et c'est une gouvernance institutionnelle. Les choses marchent comme il faut et comme planifié. Et si vous êtes dans un pays qui n'a pas ces fondamentaux-là, ou qui doit reconstruire ces fondamentaux-là, c'est difficile de voir. Donc pour moi, modèle il y a, ça peut être ces pays-là, ça peut être d'autres pays aussi, mais on est enclavé. Regardons quel autre pays enclavé a réussi. De tête comme ça, je peux vous citer le Rwanda et le Botswana. Et ayons une vision, où est-ce que nous voulons être? Suisse de demain, Singapour de demain, Dubaï de demain. Pensons grand, pensons large. C'est ça surtout. Cela veut dire qu'il faut donc avoir les moyens de cette vision. Les moyens, ça se crée. Une fois qu'on a la vision, forcément les moyens vont suivre parce qu'on mettra tout pour un œuvre. Imaginez un étudiant, un élève qui dit « Demain, je vais être pilote ». Il sait ce qu'il doit faire pour être pilote. Il faut aller à l'école, il faut faire les maths, il faut faire la gymnastique et autres. Donc, pour moi, le minimum, c'est d'avoir la vision. Une fois qu'on aura une vision longue, je crois que dans le cas de Burkina 2025, qui est un document qui existe, on va être émergent. Ok, si cela convient, qu'est-ce qu'il faut mettre pour atteindre cette émergence-là? Sommes-nous en train de suivre ce qu'il faut? Donc, c'est des questions qu'il faut poser. Et je crois qu'on a une opportunité historique de repenser aussi les questions de développement. C'est la première fois depuis une trentaine d'années qu'on aura véritablement un changement de régime, une nouvelle élite. Et donc, nouvelle élite il y a, jeunesse il y a, nouvelle pensée, faisons appel aux idées. Sachons ce que la jeunesse propose, la diaspora propose, les locaux proposent, ceux qui sont sur le territoire proposent. Et une communauté, moi je verrais bien des états généraux du développement. Pourquoi pas? Et la société proposera ses préférences, où est-ce que nous voulons être. En fonction de ça, le train se mettra en marche. Les moyens pour moi ne m'effraient pas, parce que lorsqu'on a une vision claire, les partenaires sont prêts à suivre et les populations sont prêtes à suivre. Alors, justement, donc, les élections très bientôt, ce sont donc des questions idéologiques qui vont s'imposer aujourd'hui, même qui vont s'affronter sur le terrain. C'est dans le contexte burkinabé en Afrique, les questions idéologiques, une réalité ou une fuite en avant? Merci. L'idéologie est importante pour toute vision. Mais
il faudrait aussi remettre cela en perspective et nuancer un peu. Donc, lorsqu'on décide d'être communiste, lorsqu'on décide d'être socialiste, il y a un système de valeurs qu'on est en train d'embrasser. Lorsqu'on décide d'être capitaliste, c'est un autre système de valeurs qu'on est en train d'embrasser. Mais le cas du Burkina Faso, je crois qu'il n'y a pas un camp, il n'y a pas à droite, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas le rouge, il n'y a pas le noir. C'est quels sont nos besoins fondamentaux, comment les résoudre. Si un système me propose les meilleures solutions, je les prendrai. Si un autre système opposé propose des solutions complémentaires, je les prendrai. Donc pour moi, la réponse à votre question, c'est le pragmatisme. Il n'y a pas d'idéologie. C'est ce qu'on doit faire pour résoudre les problèmes pressants de Burkinabé lambda. Alors, les problèmes pressants, selon vous, que pourraient être donc les priorités ici et maintenant pour le peuple burkinabé? La question de la jeunesse, de l'emploi ou la question de l'accès à la santé? Merci. Il y a tant à faire. Mais priorité, certes, on peut l'avoir, mais je crois qu'il faut séquencer les choses ici. Il faut voir les choses en 3 étapes. Alors, ma première réaction, c'est les besoins fondamentaux et pressants. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ce pays-là qu'il faut résoudre immédiatement. Et à une des émissions, on mentionnait cela, c'est le problème d'ordre, c'est le problème d'éducation, d'eau, c'est le problème d'énergie qu'il faut rétablir, c'est le problème de foncier qu'il faut résoudre. Donc, en ayant résolu ces problèmes de gouvernance institutionnelle et en même temps de besoins pressants, il faut penser à la structuration de l'économie, ce qui est une vision à moyen terme. Alors, dans 4-5 ans, qu'est-ce que nous voulons aller? Et là, on peut mettre des politiques sectorielles. Alors, quand je dis sectorielles, je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à la jeunesse, je pense au foncier et à l'électrification. Comment, dans 5 ans, on devrait faire ça? Donc ça prendra plus de temps. Mais dans l'immédiat, comme je dis, les pressants, dans les 100 premiers jours, les 3-6 premiers mois, il faut que certains résultats soient visibles sur le terrain. Et deuxièmement, lorsqu'on passe à une dynamique de structuration, on parle de 5 ans. Et enfin, la troisième séquence au moins, c'est les politiques d'innovation. Il faut sortir des carcans préétablis. Pourquoi toujours penser santé, éducation, mais pourquoi ne pas penser Singapour, Corée et Dubaï de demain? Donc c'est pour plus ça, comment adopter des solutions innovatives pour aller de l'avant. Peut-être aussi que c'est compte aussi de la structure de notre économie, une économie primaire où vous avez donc une pauvreté qui touche presque l'ensemble de la population. On parlait donc de l'indice de pauvreté qui tourne autour de 46-43%. C'est quand même important. C'est important. L'handicap n'est pas une barrière. Même la Corée... On a l'impression que chaque année, vous avez la pauvreté qui grimpe. Ce qui veut dire qu'on doit faire plus. Heureusement qu'il y a plus à faire. Alors, par exemple, le cas de la Corée. Dans les années 60, la Corée et la Côte d'Ivoire étaient au même pied. Comparaison. Dans les mêmes chiffres, même degré de pauvreté, même richesse. Aujourd'hui, la Corée a laissé la Côte d'Ivoire. Donc, ça donne des idées. Donc, l'idée est que ce n'est pas tant le niveau initial qui compte. C'est la dynamique, c'est la vision, comme je le dis. Tant qu'on a une vision bien ancrée, les autres choses vont suivre. Quand la population comprendra là où il faut aller, en fait, je crois que tout le monde saura où il faut aller et suivre. Donc, pour moi, vraiment, ce n'est pas des handicaps. Ne soyons pas arrêtés sur ces éléments, notre niveau d'aujourd'hui. On peut surmonter. Et la Chine a montré qu'on peut passer d'un État à un autre. Bien sûr, donc, sur l'appréciation des politiques sectorielles, pensez-vous qu'il y a des éléments que l'on fait? Oui, il y a tellement à faire. Je les ai déjà... Y a-t-il des perspectives aussi importantes? Tout à fait. Oui, au niveau donc des politiques sectorielles. Au niveau historique, avec les solutions perspectives historiques, on a toujours parlé des mêmes politiques sectorielles. Effectivement, le besoin y est. Mais je crois qu'il faut aussi ajouter d'autres secteurs. Par exemple, l'innovation. Comment amener l'agriculteur à une révolution verte? Ça, c'est des visions qu'il faut avoir. La santé. Comment amener le secteur privé à jouer un rôle plus prépondérant? Et comment garder ce secteur privé dans des proportions raisonnables? L'éducation, le foncier. Donc, toutes les politiques ont besoin d'être, pas repensées, mais d'être approfondies, à mon avis. Et il faut sortir des structures établies de pensée. Il faut innover. Il faut innover. Donc, cela voudrait dire que le prochain régime a beaucoup à faire dans les 100 prochains jours? Beaucoup à faire et je crois que les besoins sont tellement là et pressants qu'il va falloir travailler dur. Quelles sont donc vos attentes par rapport donc aux campagnes, à la campagne présidentielle, même des campagnes législatives, côté économie? Qu'est-ce que vous attendez par exemple des futurs candidats? Alors, ce que j'attends surtout, c'est des forces de proposition.
Parce que les électeurs, quoi qu'on dise, attendent aussi à ce qu'on leur propose de nouvelles politiques. Donc, actuellement, il n'y a pas d'offre à ce niveau. Aucun parti n'a encore annoncé son programme de façon claire. Donc, nous ne pouvons pas juger. Mais à notre niveau, je pense que ce qui serait bien dans le Burkina de demain, c'est qu'on propose des solutions innovatives, comment amener le pays à sortir de ce niveau de stagnation, de pauvreté qu'on en parle depuis 30-50 ans, et voir de nouvelles politiques, donc politiques innovantes qui s'inspirent des meilleures expériences. C'est ce que j'attends surtout. Mais en termes spécifiques, il est difficile de dire, puisque tout cela dépend des idéologies, mais je pense que le Burkina Faso a plus besoin de pragmatisme que d'idéologie. Alors, donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Les perspectives, nous avons reçu sur une série d'émissions à la fois, les perspectives pour notre économie, dans son pragmatisme, bien sûr. Merci. Je crois que le Burkina Faso, 2015, c'est une année difficile, puisqu'on a la croisée des chemins, mais les perspectives sont intéressantes. Il faudrait qu'on mette tout pour atteindre des croissances à 2 chiffres. Moi, je rêve d'un Burkina Faso Singapour, je rêve d'un Burkina Faso Dubaï, et je rêve d'un Burkina Faso plus que le Rwanda. Donc, c'est vraiment ça la vision qu'il faut avoir. Alors, pour les téléspectateurs qui ont pris justement la série d'émissions que nous avions faites avec vous, il faut donc dire que M. Sapan-Wende Jules Tapsoba, vous êtes docteur, vous êtes donc économiste donc, au Fonds monétaire international. Vos activités dans cette institution financière consistent en quoi véritablement? Tout à fait. J'ai rejoint l'institution il y a 5 ans. Notre travail consiste vraiment à produire des analyses, à aller sur le terrain, discuter avec les gouvernants et à donner une évaluation. Et aussi, dans le cadre des programmes, à suivre le programme FMI, tout simplement. Mais je fais beaucoup plus de recherches. Je suis plus tourné vers l'académique. Et actuellement, mon dernier poste, c'est sur le Nigeria, l'une des plus grandes économies en Afrique. Et en même temps, je travaille aussi sur la Chine, l'Inde et la zone euro de temps en temps. Donc voilà, mais je suis un spécialiste des finances publiques et surtout la recherche et beaucoup de conseils aux praticiens et aux gouvernants. Et vous êtes aussi membre du CAP Développement ici au Burkina. Tout à fait. Au niveau local, national, nous avons jugé bon d'apporter notre pierre à la contribution et également aux politiques, aux gouvernants. Donc nous sommes membres du CAP Développement qui est une structure, un réseau d'experts qui propose des politiques endogènes à la Burkinabé afin d'éclairer plus le gouvernant pour de meilleures politiques et un Burkina Faso meilleur et radieux. Pourquoi maintenant CAP Développement? Pourquoi maintenant? Ça a toujours existé, effectivement, le besoin, mais maintenant, effectivement, on a croisé des chemins, quoi qu'on dise. Donc, c'est l'opportunité historique que la jeunesse a pour proposer. Les politiques écoutent justement donc les économistes, vos propositions. Ça fait plusieurs rapports, plusieurs propositions qui sont faites, mais nous ne sortons pas justement dans l'ornière. Tout cela interpelle l'économiste. Si on n'est pas écouté, c'est qu'on n'est pas assez audible. Donc, il faudrait peut-être travailler plus pour qu'on soit écouté. Mais je crois quand même qu'on arrive à toucher le gouvernant. On nous écoute. À travers les échanges qu'on a, on nous écoute. Et à un moment donné, le gouvernant se rendra compte qu'il n'y a pas d'autre solution que ce que l'économiste propose en termes de politique économique. Donc, à mon avis, il faut être optimiste. Et aussi, il y a les propositions théoriques et il y a la réalité du terrain. Quand on est gouvernant, on fait face à d'autres contraintes qui ne sont pas forcément dans les livres et dans les analyses. Merci, M. Tapsoba. Merci à vous, Innocent Soulama. En tout cas, nous avions passé d'excellents moments avec vous sur les antennes de Burkina Info, sur ces questions économiques. Et nous vous attendrons effectivement pour les prochaines visites au pays. Tout à fait. Ce fut un plaisir et à la prochaine visite. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce temps d'antenne. Portez-vous très bien. Au revoir.